Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alban Chérel, je suis pharmacien à l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Et mon intervention va porter sur le risque de chute et la iatrogénie médicamenteuse. Donc, en France, en fait, les sujets âgés de 65 ans et plus sont 2 fois plus exposés à un risque d'événements indésirables médicamenteux et les 80 ans et plus, 3 fois plus. Donc, les sujets âgés sont vraiment un terrain propice aux interactions médicamenteuses et les effets indésirables vont survenir à des doses plus faibles et notamment les chutes. Quels sont les médicaments pourvoyeurs de chute? Donc, c'est une vieille étude, mais qui a montré que les antidépresseurs augmentaient le risque de l'utilisation, le risque de chute, était augmenté de 68% sous antidépresseurs, 59% sous antipsychotiques, 47 à 57% sous benzodiazépine. Puis après venait la classe des antihypertenseurs avec un risque augmenté de 24%, les anti-inflammatoires, les opioïdes analgésiques et les diurétiques. Dans une étude plus récente, donc c'est une publication de 2022 en fait, qui s'est intéressée à une base de données américaine de la FDA en fait, qui recense les chutes liées aux médicaments. Donc entre 2004 et 2020, ils ont recensé près de 35 000 chutes avec l'utilisation de 1900 médicaments. Donc il y avait environ 258 médicaments qui étaient reliés à une chute. Et parmi ceux-là, en fait, la classe majoritaire qui était impliquée dans les chutes, c'était les médicaments qui agissaient plutôt sur le système neurologique, les antipsychotiques, les antiparkinsoniens, les hypnotiques, les anticholinergiques, les antiépileptiques notamment. Puis après venait la classe, dans près de 25% des cas, la classe autre, qui regroupait les antalgiques, les antihistaminiques, les anticancéreux également. Et puis après, dans 10% des cas, on retrouvait plutôt les médicaments agissant sur le système cardiovasculaire avec les antihypertenseurs. Donc, la iatrogénie médicamenteuse, c'est l'un des facteurs de risque de chute et elle peut être impliquée dans les syndromes gériatriques, comme vous avez ici à l'écran, les chutes, les troubles psychocomportementaux, l'insomnie, la dépression, l'incontinence urinaire, etc. Donc, face à un syndrome gériatrique, face à tout nouveau symptôme, ce qu'il est demandé de faire, en fait, c'est d'avoir ce réflexe iatrogénique et de se poser la question, est-ce qu'un événement iatrogène est possible? Est-ce que c'est compatible en termes de timing, en termes de mécanismes pharmacologiques? Donc, tout ça, ça va se faire en pluridisciplinarité. Vous avez des listes de médicaments potentiellement inappropriés dans la littérature. Il y en a un certain nombre, mais deux listes qui sont connues, ce sont les listes Remedies. Donc, Remedies, c'est un consensus d'experts français qui date de 2021, qui comprend un processus de révision d'ordonnance avec 104 critères. Et parmi ces 104 critères, vous avez des médicaments qui sont impliqués dans les chutes. Et puis, vous avez un consensus d'experts européens, c'est la liste Top Start, qui propose des critères d'arrêt de traitement ou des critères d'instauration de traitement. Et elle a été mise à jour en 2023. Donc, si l'on se penche un petit peu plus précisément sur la liste Remedies, que dit-elle sur les médicaments pourvoyeurs de chute? Donc, en ce qui concerne les psychotropes, ce qu'elle recommande, c'est de ne pas utiliser de façon concomitante deux molécules psychotropes de la même classe. Donc, 2 benzodiazépines ou plus, 2 antidépresseurs ou plus, 2 antipsychotiques ou plus. Si l'on se focalise maintenant sur les antidépresseurs et le risque de chute, donc il y a une publication qui s'est intéressée au profil de chaque antidépresseur et qui a montré finalement, comme on le voit à l'écran, que chaque molécule est plus ou moins impliquée dans les chutes. Vous avez différents facteurs qui sont liés à ces antidépresseurs. On va retrouver l'hypotension orthostatique, la sédation, la diminution de la tension, l'hyponatrémie, qui va survenir notamment pour la classe des ISRS avec le citalopram, les citalopram, la sertraline, plutôt dans les premières semaines de traitement.
les troubles moteurs avec les tremblements, les syndromes parkinsoniens, les effets anticholinergiques, etc. Donc, vous avez tout un panel de médicaments antidépresseurs qui existent et vous avez certaines molécules qui vont être plus ou moins appropriées chez le sujet âgé. Donc, en première intention, d'une manière générale, il est plutôt recommandé d'instaurer la sertraline. Après, ça va dépendre du profil de l'épisode dépressif caractérisé. Vont pouvoir être instaurés également les citalopram, le citalopram qui comporte néanmoins des effets indésirables et des risques d'effets indésirables cardiaques avec l'allongement du QT. Vous avez aussi les IRS-ENA, duloxétine, venlafaxine, qui vont être utilisés chez le sujet âgé, notamment en cas de douleurs neuropathiques associées. Puis vous avez la mirtazapine aussi, lorsque l'épisode dépressif caractérisé est associé à des troubles du sommeil. Et puis sur avis spécialistes vont pouvoir être instaurés d'autres médicaments. En tout cas, tous les médicaments antidépresseurs tricycliques, clomipramine, etc., vont vraiment être instaurés en dernière intention parce qu'ils vont provoquer des effets indésirables anticholinergiques, donc des chutes, des confusions, etc. Quelques messages clés autour de l'utilisation des antidépresseurs. Donc, ils ne sont pas recommandés pour traiter les symptômes insuffisants pour remplir un épisode dépressif caractérisé, les symptômes d'intensité sévère mais d'une durée inférieure à 2 semaines, et les épisodes dépressifs caractérisés d'intensité légère. La consigne, c'est de les introduire à faible dose, donc à demi-dose par rapport au sujet jeune, à augmenter progressivement et réévaluer la dose à chaque palier. Donc, on augmente jusqu'à la dose cible qui est reconnue comme efficace. On privilégie la monothérapie. En ce qui concerne les durées de traitement, il faut poursuivre le traitement antidépresseur à la même posologie pendant au minimum 6 mois après avoir obtenu une amélioration clinique constatée. Et s'il s'agit plutôt d'un second épisode de dépression, nous allons poursuivre au minimum 1 an. Et vous avez différentes circonstances qui vont justifier l'arrêt d'un médicament ou au moins la réévaluation et éventuellement une déprescription, la survenue de chute, l'apparition d'effets indésirables intolérables, une mauvaise adhésion médicamenteuse ou l'absence de bénéfices cliniques après 2 semaines à dose efficace. 2 autres messages clés. Lorsqu'on va réévaluer et déprescrire, il va falloir procéder plutôt à une décroissance progressive. Et enfin, l'association à une benzodiazépine n'est pas toujours systématique, n'est pas systématique. Si vous souhaitez vous informer un peu plus dans le détail sur les antidépresseurs, nous avons réalisé un webinaire en partenariat avec le CR3PA, le CHU de Lille, le PSM de Caen, en juin 2024 et vous avez le replay qui est disponible sur notre site internet. Concernant les antipsychotiques, quelles molécules choisir? Là encore, tout comme pour les antidépresseurs, il faut éviter les médicaments ayant un profil anticholinergique, donc qui vont provoquer des effets indésirables périphériques, une altération de la vision, une bouche sèche, etc. Et puis des effets indésirables centraux, de la confusion, puis après des chutes. Donc, il faut privilégier plutôt les antipsychotiques sans ou à faible propriété anticholinergique, risperidone, olanzapine. Pareil, ce qu'il va falloir éviter, c'est les antipsychotiques de première génération. Donc, vous allez retrouver ceux ayant des effets indésirables anticholinergiques, plus un certain nombre d'autres molécules qui sont listées à l'écran, qui vont comporter des risques d'aggravation des troubles cognitifs et confusionnels, des altérations de la marche avec des chutes et des traumatismes crâniens. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt privilégier en première intention une approche non pharmacologique, donc approche comportementale ou une thérapie cognitivo-comportementale. Et puis, si un traitement pharmacologique est nécessaire, vous allez pouvoir instaurer sur avis spécialisé un antidépresseur de la classe des ISRS, comme les citalopram, le citalopram, la sertraline. Et en seconde intention, de la risperidone ou l'olanzapine, mais voilà, aux doses les plus faibles possibles en augmentant très progressivement la posologie et en réévaluant régulièrement.
Nous avons vu que les benzodiazépines étaient une classe aussi qui était fortement pourvoyeuse de chute. Donc là, les messages généraux, c'est de ne pas prescrire les benzodiazépines à demi-vie longue, qui ont un risque majoré d'effets indésirables, de chute. Là aussi, il va falloir privilégier plutôt les alternatives non pharmacologiques. Donc, pour l'anxiété chronique, si une approche pharmacologique est nécessaire, là, pareil, vous allez pouvoir instaurer un antidépresseur ISRS. Et pour les troubles anxieux aigus, là, vous pourrez instaurer une benzodiazépine pour la durée de traitement la plus courte possible et une benzodiazépine à demi-vie courte, donc qui va s'éliminer plus rapidement, telle que l'alprazolam, l'oxazépam, qui est le Seresta. Donc, en fait, les benzodiazépines, c'est la référence plutôt dans l'anxiété aiguë, mais surtout pas dans l'anxiété chronique. Et pareil, pour les benzodiazépines à versant plutôt hypnotique, là, on va recommander en première intention les approches non pharmacologiques. S'il y a une approche pharmacologique, la mélatonine en première intention. Et en deuxième intention, une benzodiazépine à demi-vie courte et à demi-dose par rapport au sujet jeune, tels que le zopiclone, le zolpidem, mais pour la durée de traitement la plus courte possible. Voilà, donc les benzodiazépines anxiolytiques, la durée de traitement est limitée à 12 semaines et pour les hypnotiques à 4 semaines. Et elles ont vraiment une action uniquement dans l'anxiété et l'insomnie aiguë. Alors, une autre classe pourvoyeuse de chute, ça va être les antihypertenseurs. Et là encore, Remedies propose différents critères. Ce qu'elle préconise, c'est de ne pas utiliser 3 antihypertenseurs ou plus chez le sujet âgé. Vous avez des risques de troubles hydroélectrolytiques et des risques d'hypotension orthostatique. Et elle préconise de ne pas instaurer ou de le faire vraiment en dernière intention un antihypertenseur d'action centrale et un antihypertenseur d'action périphérique. Voilà, ce sont des listes de médicaments potentiellement inappropriés. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être utilisé, mais ça doit guider le clinicien. Et ce qui est important, c'est vraiment de croiser ces listes au jugement clinique. Alors, quelles sont les cibles tensionnelles chez la personne âgée? Donc, le premier objectif pour la plupart des patients, c'est une pression artérielle inférieure à 140-80 mm de mercure. Et si on a une bonne tolérance de traitement, viser une pression artérielle systolique entre 120 et 130 mm de mercure chez les patients inférieurs à 80 ans. Et chez les patients supérieurs à 80 ans ou fragiles, le premier objectif, il est inférieur à 150 mm de mercure. Et si on a une bonne tolérance, nous pouvons envisager une pression artérielle systolique entre 130 et 139 mm de mercure. Donc, chez les 80 ans et les plus fragiles, finalement, les cibles tensionnelles sont un peu moins strictes. Ça va permettre de limiter les hypotensions orthostatiques et les chutes. En EHPAD, vous avez une étude, c'était l'étude de partage, alors qui date un petit peu de 2015, qui a montré que chez les sujets âgés de 80 ans et plus, fragiles, nous avions une surmortalité lorsque la pression artérielle systolique était inférieure à 130 mm de mercure. Et cette surmortalité était uniquement observée chez les sujets dont la pression artérielle basse était liée à la prise de plus d'un médicament antihypertenseur. Donc, ils ont émis en fait l'hypothèse qu'une réduction surveillée et progressive du traitement antihypertenseur chez les sujets institutionnalisés et fragiles avec une systolique inférieure à 130 améliorerait la survie. Donc, vraiment, lors d'un traitement antihypertenseur chez le sujet âgé, vraiment, ce qui est important à suivre de manière régulière, c'est toujours l'hypotension orthostatique. Si vous souhaitez vous informer sur les antihypertenseurs, nous avons réalisé un webinaire en 2023 dont le replay est disponible sur notre site internet. Alors, très rapidement, comment procéder pour réévaluer les traitements et notamment les traitements pourvoyeurs de chute? Donc là, je vous ai donné l'exemple un petit peu d'une démarche en EHPAD, mais ça peut se faire également sur d'autres secteurs. Donc, la première chose, c'est de sensibiliser les équipes à la iatrogénie médicamenteuse, donc aux événements indésirables médicamenteux et à la réévaluation médicamenteuse. Donc, ça va être les infirmiers, les médecins traitants, etc. Sensibiliser aussi les résidents et leurs familles
à ces événements indésirables médicamenteux, à la notion qu'il faut réévaluer au cours du temps un traitement. Un traitement peut être approprié sur un certain nombre d'années et ne plus l'être une fois qu'on a atteint tel âge. Donc souvent, les résidents et leurs familles sont très attachés à leur traitement médicamenteux, donc il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Identifier un référent iatrogénie médicamenteuse formé. Donc là, ça peut être un infirmier, un IPA, un médecin coordonnateur, un pharmacien, ça dépend des organisations. Nous avons des EHPAD où ce sont des infirmières qui sont formées à la iatrogénie médicamenteuse et qui ont un temps exclusivement dédié à cette activité, 1 à 2 jours par mois. Et comment est-ce qu'elles procèdent? En fait, elles vont cibler les résidents et les classes pharmacologiques à réévaluer et par exemple les classes les plus inductrices de chute que nous avons vues au cours de la présentation. L'année N, elles vont cibler par exemple les psychotropes, l'année M+1, les antihypertenseurs, etc. Et associé à ça, ce qu'il est important de mettre en place, c'est un suivi d'indicateurs. Donc, vous avez par exemple en EHPAD les profils de l'assurance maladie qui montrent les taux de consommation de benzodiazépines, de psychotropes, etc. Donc, des outils pour sensibiliser les professionnels ainsi que les patients, les aidants. Vous avez sur notre site internet un kit de sensibilisation avec des flyers et des petites vidéos avec différentes scénettes autour de la réévaluation médicamenteuse. Pour sensibiliser les patients, nous avons nos collègues de l'Omédite Centre Val-de-Loire qui proposent des flyers, notamment avec l'utilisation des benzodiazépines. Il est peut-être temps d'arrêter ma benzodiazépine. Et puis, vous avez aussi des petits flyers sur le risque de chute avec l'hypotension orthostatique. Donc, n'hésitez pas à consulter nos boîtes à outils. Et puis, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci de votre attention.